Kivu Times. Kivu Times. Chers étudiants, bonsoir. À l'occasion de votre accueil par le comité des étudiants de Banyamulenge, des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Bukavu, je tiens d'abord moi-même à vous accueillir parce que des milliers d'étudiants, ce n'est pas toujours facile, il faut une initiation. Et l'initiation la plus sincère aujourd'hui, c'est vous initier à la paix. Parce que vous êtes appelé à œuvrer dans un milieu où il y a beaucoup de problèmes. Il faut toujours privilégier la paix. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut privilégier le dialogue. Et moi, je suis quelqu'un de dialogue. Je pense que tous les conflits ne se règlent pas par l'empoignade armée, mais ça se règle toujours par le dialogue. Donc, je tiens à vous adresser d'abord ce message-là, de toujours penser au dialogue, parce que les conflits, c'est comme l'ombre d'une personne, ça vous suit partout. Parce que tout besoin insatisfait entraîne un conflit. C'est pourquoi, en toute introduction, je vous appelle à privilégier le dialogue chaque fois que vous serez en contact avec des personnes qui sont des personnes nouvelles. Vous étiez habitué à votre famille, mais désormais vous allez voir d'autres personnes auxquelles vous n'êtes pas habitué. Il faut toujours le dialogue. Alors, l'exposé qui m'a été proposé pour vous présenter, il est très long, mais je l'ai résumé en voyant les programmes. L'exposé concerne la cohabitation pacifique. C'est sous forme d'une question. Est-elle encore possible dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Itombwe et Uvira? Quels en sont les défis? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette paix, cette cohabitation soit possible? Je ne vais vraiment pas présenter ces conflits-là, vous les savez, vous les rappelez, mais je vais présenter ces textes sous deux points. Ça veut dire la problématique. J'aurais aimé que ça se passe là-bas, mais je ne veux pas que vous puissiez prendre mon texte parce que c'est une partie du livre que je suis en train de rédiger. Sinon, je risque de vous les donner comme ça et vous allez les publier avant moi. C'est pourquoi je l'ai caché. J'aurais voulu lui donner, mais ce n'est pas possible. Vous allez m'excuser. Ce sera sous forme de problématique. La problématique du conflit dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Là-dedans, je vais seulement présenter une toute petite historique pour vous dire que l'Est de la RDC en général et le Sud Kivu en particulier, notamment nos saintes montagnes des hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, sont à proie à une insécurité caractérisée, généralisée, qui entraîne la présence des groupes armés étrangers et locaux, avec beaucoup de conséquences, notamment les déplacements des populations, parce que ça engendre des conflits, notamment les conflits armés, les déplacements des populations, les incendies des villages, les razzias du bétail, morts d'hommes, massacre des populations civiles. Et on peut se poser la question, pourquoi, comment c'est arrivé? Il y a des causes lointaines et des causes qui sont immédiates. Alors, parmi les causes lointaines, ceux qui peuvent noter pour me poser des questions peuvent déjà commencer à noter. Ce ne sont pas des causes exhaustives. Je vais en présenter quelques-unes qui sont beaucoup plus saillantes. Il y a d'abord la rébellion de 1964.
il y a l'instabilité des textes sur la nationalité zaïroise et les guerres civiles qui ont sévi dans le Grand Lac. J'ai donné ces 3 causes lointaines. Il y a des causes immédiates. Ces causes immédiates sont justement encore les conséquences des rébellions que certains qualifient de guerre de libération, d'autres les qualifient de guerre d'occupation. Ça dépend de la position dans laquelle celui qui parle se trouve. Il y a la deuxième cause immédiate, l'absence de l'autorité de l'État dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Il y a la dernière cause immédiate, c'est la manipulation politicienne. Alors, tout ça, lorsque je parle des causes lointaines et que je parle de la rébellion de 64, il faut savoir, chers jeunes, qu'il y a eu une rébellion en 64 qui avait pour cause la contestation de la population de l'Est à ce qui concerne la mort de Lumumba. Mais vous allez me dire, mais Lumumba était pour tous les pays. Oui, cette guerre a commencé à l'Ouest, dans le Kwilu. Elle a été défaite par l'armée nationale congolaise. Les rebelles se sont déplacés, ils ont fui et ont préféré contourner et venir à l'Est, aller contacter les autorités de Bujumbura, les Mwami Mwamboussa, pour avoir les soutiens. Mwamboussa qui était très faible à ce moment-là, parce que je pense que son fils venait de mourir, il a estimé qu'il fallait qu'il puisse avoir des soutiens. Il a accepté que Simialo, que Nicolas Olenga et Christophe Mbwenye avec M. Marandura, qui est Moufoulirou de la Plaine, à pouvoir les rencontrer. Ils l'ont convaincu et la guerre de 64 s'est déclarée à Luberizi, dans la plaine là-bas, le village de Mwangaza. Le 15 avril, le chef-lieu du territoire a été pris par les rebelles. Et entre-temps, d'aller au plateau objet de notre conférence, il y a eu une coalition de toute la population, Bafuliru, Babembe, Banyamulenge, tout ce qu'il y avait là-bas, ils ont coalisé parce qu'ils étaient tous jeunesse du mouvement national congolais. C'est pourquoi, vous savez, chez vous, vous dites Aba jeunesse, Aba jeunesse. C'est la jeunesse du mouvement national congolais de Lumumba. Parce que Lumumba était très populaire à l'Est. Quand on a appris qu'on l'a tué, on dit non, non, non. Nous devons chercher les gens qui l'ont tué. Ce sont les gens du PNP, Parti national pour les progrès, qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Et tout le monde s'est ligué comme un seul homme pour combattre. Mais comme il n'y avait pas d'organisation, la guerre qui avait commencé le 19 janvier 1964 a été défaite en novembre 1964. Ça n'a pas duré même pas une année. Et les séquelles sont restées allées au plateau. Parce qu'entre-temps, l'élevage de M. Liga, élite, élevage de Litombo, là, les vaches qui étaient dedans ont été décimées. Et les vaches décimées, il n'y avait plus de vivres. Les rebelles sont commencés à s'approvisionner sur l'élevage des privés de Banyamulenge. Et si vous touchez sur une vache de Banyamulenge, même n'importe quel éleveur, là vous les provoquez. Et la guerre a commencé entre les Babembe et les Banyamulenge au sujet des vaches. Nous sommes ensemble, nous sommes au front, vous mangez nos vaches de ce côté, et la guerre a éclaté. C'est comme ça que les Banyamulenge, les jeunes, les Mouchichi, il y a beaucoup de jeunes. Le Mouchichi d'ailleurs, lui, est décédé dans cette... Dès le premier combat, il est mort. Et les combats ont continué. Voyant que les ennemis se battaient déjà, Mobutu et toute l'armée, donc l'armée nationale congolaise, a estimé qu'il fallait récupérer. C'est ainsi qu'ils ont récupéré des jeunes combattants Banyamulenge.
pour lutter contre la rébellion. Premier conflit. Là-bas. Donc ne vous étonnez pas que vous puissiez voir qu'il y a un conflit. Ça a commencé. Ce qui s'est produit maintenant n'est qu'un conflit qui était latent, qui a éclaté. Alors, il y a eu, là je ne peux pas développer tout, sinon mes 30 minutes risquent de partir. Parmi les causes lointaines, il y a les textes de loi sur la nationalité. Je vais parler d'une seule loi. Cette loi-là, ça vaut la peine que vous puissiez la noter. C'est la loi numéro 1981, donc numéro 1981/002 du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise. Vous allez permettre que je puisse lire ici pour que vous puissiez comprendre. En 10 ans, les textes sur la nationalité ont dû changer 3 fois en 10 ans, avec comme conséquence, parce que le premier texte c'était le texte de 1971 qui donnait la nationalité de manière donc en vrac à tous les ressortissants du Rwanda au Burundi. On a modifié en 10 ans, on a modifié cette loi 3 fois. En 71, en 72 et en 81. Je prends 81 parce que je considère que au moins celle-là a été à la base de l'apatridie dont ont souffert les populations rwandophones et kirundiphones. Vous allez me permettre cette invention. Alors, cette loi, que disait cette loi? Je peux continuer. En 10 ans, les textes sur la nationalité ont dû changer 3 fois, avec comme conséquence l'instabilité du statut juridique de centaines, voire des millions de personnes qui passaient ainsi des nationaux zaïrois à purs et simples étrangers. C'est le cas des effets de cette loi, je mentionnais, votée dans une atmosphère politique délétère à la veille des secondes élections présidentielles législatives de 1982, après celles de 1977. Les rwandophones ont glané des grands postes. À Uvira, il y a eu Gisaro Muhoza qui a battu tout le monde. Il a pris un poste parmi les 2 qui étaient en jeu. L'autre a été occupé par Muzima wa Muzima. Et beaucoup d'autres ont échoué. Au niveau du Kivu en général, parce qu'on est encore au Kivu en général, les vieux Rwakabuba Shinga a glané un poste de commissaire politique qui équivalait au sénateur actuel. Et là, c'était un problème. Les gens ont échoué. Et on a commencé à se demander pourquoi vous pensez que ça doit être comme ça. On a comploté, pas comploté, hein, bon, c'est des bons droits, des bonnes guerres, les politiciens se font la guerre. Et les politiciens du Kivu ont pu favoriser, ils vont influencer Mobutu pour lui dire, écoutez, nous voulons que vous puissiez changer cette loi. La loi de 72 qui considère que on doit seulement nous limiter à 60 comme date victoire des considérations de la nationalité zaïroise. Il faut qu'on rentre en 1885. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter comme ça. Presque tout le monde est passé en étranger. Même celui qui pouvait justifier avoir été là avant l'arrivée des Belges n'avait pas de possibilité de pouvoir démontrer cela. Et le recensement de 1984, ça posait des problèmes terribles. Et monsieur Anzulu Libembe, qui était à l'Assemblée nationale, c'était le ACRPT, Haut Conseil de la République, Parlement de transition, CRPT, il a fait voter une résolution. Cette résolution, je vais vous lire la résolution, c'est qu'elle dit que, bien sûr, après avoir envoyé M.
Vango Mambweni, qui a estimé que cette loi n'avait pas été appliquée. Il fallait envoyer Vango Mambweni en 1995 au Kivu pour voir la faisabilité de l'application de cette loi, vérifier qui est éligible à la nationalité zaïroise ou pas. Il est revenu avec un rapport qu'on appelle rapport Vango. Ce rapport-là a exclu tous les rwandophones de la nationalité zaïroise et a estimé que même les Rutshuru, vous connaissez les Rutshuru, les Massissi, ici à côté, Calais, Montagneux, ainsi que Fizi, Uvira, Mwenga, Plateau, les amis qui étaient partis à Viura, tous ces gens devaient se rendre à Kinshasa pour régulariser leurs papiers et ils étaient tous considérés comme des étrangers. Et cela a causé des problèmes. Ça a été à la base de beaucoup de remous. Vous savez qu'il y avait déjà ceux qui avaient été députés, notamment les Rwakamba Shiga et les autres. Et subitement, ils se sont retrouvés comme étrangers. On leur a dit, celui qui ne va pas à Kinshasa, il plie bagage et rentre au Rwanda le même jour que les réfugiés de 94. Ça a été un peu difficile et ça a créé des problèmes. Les problèmes que vous-même vous constatez, vous passez par la route, vous avez votre carte. Je ne sais pas si vos parents vous ont montré les cartes qu'on avait nous autres. C'était une longue carte comme ça, pliable, de couleur verte. Vous l'avez, on vous l'arrache. On dit, yo, pesa carte wana aux alliés étrangers. Oya na commune va pesa yo carte pour étrangers en fait. Alors, cette loi et la résolution votée par Anzuruni en application de cette loi ont fait que tous les rwandophones, même les amis de la plaine de la Ruzizi là-bas qui ont une chefferie, tous étaient considérés comme des étrangers. Ça posait des problèmes et des conflits. Ça créait des conflits, des remous. Et cela a abouti avec l'influence, je peux dire l'apport des guerres 1990 au Rwanda, quand la paix est arrivée, 1993 au Burundi, à l'assassinat d'Endadaye, 1996, quand l'AFDEL est arrivé, 1998, quand le RCD est arrivé, et tout ce que vous connaissez qui a suivi. Tout ça a fait que attiser la tension, attiser la haine, la méfiance entre des personnes qui avaient vécu des centaines d'années ensemble. Alors c'est pourquoi nous avons dit l'application, la mise en place de textes qui n'ont pas été des textes sensibles, qui ont été mal appliqués au niveau des pouvoirs publics. Ça a créé des conflits, c'est vrai, des conflits d'abord entre les politiciens, et ça s'est répercuté sur la population. Et cela a mis en, comment j'appelle ça, a mis en problème les relations sociales entre les populations. Bon, et les causes immédiates. Les causes immédiates de la crise des hauts plateaux, j'avais déjà parlé de l'absence totale, quasi totale et la léthargie de l'autorité de l'État. Vous avez les secteurs là-bas. De l'autre côté, ce sont des secteurs à Oubembe. Vous avez les chefferies chez nous. Mais de l'autre côté, dans un secteur, vous pouvez trouver 4 ou 5 policiers seulement. Un camp de militaires où il y a 20 militaires sur une vaste étendue de terre. Donc, l'État a eu des responsables administratifs, mais qui n'avaient même pas l'appareil de répression des infractions. Pas de tribunal, il fallait descendre à Uvira. Vous quittez Minembwe, vous devez aller à Uvira. Il n'y a pas de prison. Vous emprisonnez quelqu'un par garde à vue seulement. Mais les gens ont pensé que
il n'y avait pas d'autorité de l'État, hauwezi kumufunga, hautafunga Mubembe, hautafunga Mnyamulenge, hautafunga Mfuliru, il te dit utanipeleka wapi parce qu'il n'y a pas de prison. Et là, cette vaste étendue a manqué l'autorité de l'État. C'est une cause immédiate. Et cette cause immédiate a fait que, comme chacun pouvait faire ce qu'il veut, même avoir une arme, personne n'avait l'autorisation de vous ravir votre arme. Et les gens ont commencé à s'autodéfendre. C'est ça la naissance des groupes armés d'autodéfense populaire. Toute chose devait se régler par l'arme. Vous avez ma dette, je viens chez vous le matin. Vous avez fait brouter mon champ, j'arrive chez vous, Utanilipa. Et les groupes armés se sont multipliés comme ça parce que personne ne pouvait appliquer quoi que ce soit. Il y a la loi, les ports d'armes et tout ça. Mais la loi du plus fort a commencé par le fait que chacun pouvait se faire prévaloir par son arme, pouvait se faire respecter par son arme. Et les groupes armés se sont formés. Il y a la présence des rebelles étrangers. Lui, les FDLR a commencé de l'autre côté depuis longtemps, parce qu'ils sont là depuis longtemps dans nos montagnes. Et 2015, avec les coups d'État marqués, les gens qui ont échoué le coup d'État sont allés au Rwanda et chez nous. Ils sont venus chez nous, ils ont trouvé que les gens ont des armes et ils se sont mêlés dans la danse, les vols, les viols, les désordres, des meurtres. Quelqu'un, un Mnyamulenge est tué, les Mnyamulenge crient, ils disent ni Mufuliro ndio aliniua, kumbe ni Red Tabara, c'est le Red Tabara qui a tué. Ainsi de suite, les Mufuliro meurent, non, ça ne peut pas être personne d'autre, ça doit être le Mnyamulenge qui a tué. Et ils ont commencé à se tirer dessus. Il faut vous méfier, chers amis. Pensez que ce qui est arrivé était planifié. Non. Ce sont ces causes-là. Chacun pouvait se défendre quand il voulait. Et les politiciens se sont emparés, ce que j'appelle ici la manipulation politicienne. Les groupes armés ont été récupérés pour des raisons électoralistes. Donc les gens sont pensés qu'il fallait privilégier, comment dirais-je, des discours de haine, des discours de division. Les gens se sont fait applaudir. Ils ont commencé à envoyer des ordres à partir de Kinshasa, à partir de Bukavu. Et les villages se sont enflammés. Tous les restes, Kawaza qui est mort, tout ça, et les problèmes de pâturage ou à Lulenge, les bergers ont refusé de payer des tribus pour dire on paye au chef de groupement, on ne vous paye pas vous Moulumba, ce n'est pas vous les chefs, on paye à celui-là, et qui a eu donc la flamme. Tout ça, ce sont des conséquences, mais les vraies raisons, c'est le fait que l'autorité de l'État n'était pas là, la formation des groupes armés et la manipulation politicienne. C'est ça le problème des hauts plateaux. Ça n'a rien à voir avec Minembwe, créer territoire, c'est pas moi, commune. Non, c'est les politiciens qui a mis à la piste de l'oreille, à l'oreille des combattants. Il dit, mais toi, tu vas dire quoi? Mais c'est Minembwe, vous ne voyez pas Minembwe. Parce que jamais, moi j'ai parlé avec les Moulumba et les autres, ils disaient seulement, voilà, ils sont trop orgueilleux. Parler avec les Banyamulenge, ils disent, non, ces gens, ils ne veulent pas cohabiter avec nous, ils nous disent que nous sommes des Rwandais, tout ça, on va. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec la terre. Oh, notre terre, ça c'est un discours politique. Parce qu'il fallait donner les contenus à la lutte. Ça n'a jamais été la terre. On va discuter avec vous. Peut-être que vous allez me donner raison ou me dire ce que je peux dire demain devant d'autres instances. Alors, le décor est là, le conflit est là, les gens ont fui, les villages brûlés, etc. La question qui se pose maintenant, nous allons nous en sortir comment? Quels sont les défis pour que nous puissions nous en sortir? Qu'est-ce qu'il faut? Alors,
je vais tout droit au deuxième point après la problématique, les défis à relever. Il y a des défis sécuritaires. Parmi les défis sécuritaires, ces groupes armés qui pullulent, il faut les éradiquer. Il faut mettre fin à ça. Il faut qu'ils déposent les armes. J'ai dit à un monsieur qu'il faut déposer les armes. Il m'a dit que moi je suis Maïmaï. Je voudrais que Wanyamalenga Otamalise, que ça va déposer. Il dit non, pas eux-mêmes. Tout le monde qui a les armes, il faut les déposer. Sans déposer les armes, il n'y aura pas de paix. Et heureusement, le chef de l'État a réfléchi. Il a dit, il met en place les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDD-RCS. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut adhérer à ce processus pour mettre fin à la guerre. C'est un défi sécuritaire. Comment nous y prendre? Êtes-vous prêts à l'accepter? Mais avoir les publications sur Internet, c'est ça la température. Il y a des gens qui ne sont pas encore convaincus. Mais il faut être convaincu. Il y a le rétablissement de l'autorité de l'État. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Comment? Il faut résoudre la question de l'enclavement administratif des hauts plateaux. Parce que ces hauts plateaux sont complètement enclavés. Vous y accédez soit par les pieds, à pied, ou par l'avion, que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des moyens pour ça. Restructurer les secteurs. Suivez-moi attentivement, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire restructurer? Essayez de mettre fin à cette tendance des chefs de secteur éternels. Parce que les secteurs, c'est quoi? Les secteurs, c'est une entité administrative non coutumière. On peut y élire quelqu'un, ou alors on peut y nommer quelqu'un, et non pas un chef de secteur qui a 30 ans, qui a 25 ans. Lorsqu'il meurt, c'est toujours la tendance de voir dans sa famille ou la même communauté. Moi, je propose comme nouveauté qu'il y ait quand même là-bas, il y a des Banyamulenge, il y a des Bafuliru, il y a les Banyindu, il y a les Babembe, qu'on ne puisse pas seulement, bon, si Mubembe est fort, il peut gérer. Si Mubembe et Munyamulenge est fort, il peut gérer le secteur. Si Munyindu est fort, donc on essaie un peu de sacraliser cette fonction de secteur. Ce n'est pas une chefferie, il faut changer. Il y a également lieu d'ériger une base militaire là-bas. Pourquoi il faut une base militaire de l'autre côté? C'est pour nous rassurer les uns les autres. Il y a des gens qui disent, oh, pour la balkanisation, moi je n'y crois pas. Même pas ici à côté de Changou, il n'y aura pas de balkanisation. Mais il faut une base, comme c'est vaste, il y a des ennemis qui peuvent rester dans nos forêts là-bas. Vous savez que les FDLR, ils creusent les minerais dans Itombwe. C'est une réserve animalière. Il faut une base qui puisse rassurer et contrôler, comment j'appelle ça, ces vastes territoires. C'est un vaste territoire des hauts plateaux. Il faut une base militaire à placer soit à Minembwe, soit à Bijombo, selon la volonté des autorités. Il y a lieu qu'il y ait quand même un tribunal de paix. Est-ce qu'il y en a à Minembwe? Je ne pense pas. Il faut un tribunal de paix à Minembwe qui va trancher les différents. Il y a Machamba, les différents, je ne sais pas moi, des dotés, différents de ceci. Les gens, entre les populations, c'est un combat qui n'est pas. Ces combats ne sont pas réglés par l'État. Et l'État perd énormément de moyens dans les amendes transactionnelles et autres en raison du manque d'un tribunal. Il n'y a pas de prison. Il faut y construire une prison, m'excuse. Il faut que les gens sachent que l'autorité de l'État est là. Apana mpanga tout. Mfulio analeta mpanga, Nyamulenga analeta mpanga, je ne sais pas. Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut rétablir l'autorité de l'État par ça. Il y a un autre défi, toujours dans les défis, je pense, c'est le défi
sécuritaire, il faut lutter contre la haine ethnique et tribale. Tous ces messages dans les réseaux sociaux, il faut que l'État puisse tout faire pour endiguer les phénomènes des réseaux sociaux et poursuivre tous ces auteurs de messages de haine qui entraînent la guerre entre les communautés qui vivent ensemble depuis des années. Il y a les défis économiques, c'est le deuxième défi. Il faut réhabiliter les routes qui existent et reconstruire d'autres. Aujourd'hui, le chef du territoire d'Uvira est installé à Sangue. Il faut relier Sangue et Bijombo en passant par, on peut créer une route, ou en passant par la nationale à Runingu, monter tout ça jusqu'au niveau de Marungu, tracer, descendre et arriver à Bijombo, continuer Mikenge, je sais pas Mikenge, aller à Minembo, etc. Donc il y a moyen de le faire. On peut relier les deux territoires par des routes, réhabiliter celles qui existent, que les Blancs a laissées, et tracer d'autres. Ce n'est pas un problème, ça peut se faire. Parce que les montagnes ne sont pas aussi élevées, ce sont des plateaux. On peut y faire des montagnes, des routes facilement. Il faut sensibiliser les associations des jeunes et tous les leaders d'opinion sur le danger des messages de haine. Ça, j'ai déjà dit. Proposer des émissions radiodiffusées sur les textes, comment? Non, je suis rentré en arrière. La constitution des routes, c'est là que je suis. Il faut mettre en place des équipes de cantonnage manuel pour l'entretien des routes existantes en installant des péages routes dont les fruits, les recettes, serviraient à l'entretien de ces mêmes routes. Il y a moyen de le faire, c'est pas sorcier. Il faut que ces routes-là, qu'on mette les péages routes, les motos qui passent, les véhicules qui passent, payent pour l'entretien de ces routes. Je pense que ça peut donner du travail à ces jeunes et désenclaver ces hauts plateaux et les rendre viables. Il y a le deuxième défi économique, c'est la réhabilitation de l'aérodrome de Minembwe et la construction d'autres pistes d'atterrissage pour permettre, par exemple, l'évacuation des malades, qui sont, parce que les malades, pour les transporter de Minembwe à Uvira, c'est difficile d'y parvenir. Il y a la réglementation de l'exploitation minière. Tous les services doivent être là au niveau des hauts plateaux pour contrôler, parce que ces minerais ne sont pas contrôlés, ne sont pas certifiés. Ces minerais servent à la Tanzanie et principalement au Burundi. Nous perdons beaucoup. Il faut construire des micro-centrales électriques. Sans courant, il n'y aura rien du tout. Les centrales sont faciles aujourd'hui, très moins chères. Sur vos rivières, là-bas, il y a moyen de mettre des micro-centrales électriques. Il faut mettre en place un plan de relance agro-pastoral. Toutes ces vaches-là, les 400 000 vaches, en termes de rentrée économique, en tout cas, je pense que c'était zéro. En dehors de les abattre et manger la viande, rien d'autre n'était produit. Si vous voyez là où les réfugiés sont, pas réfugiés, les déplacés sont aujourd'hui à Bouéguera, ils produisent. Même les peu de vaches qui sont là, il faut voir ce qu'ils produisent, ces gens-là. Et si on avait les 400 000 vaches et qu'on ait eu des unités de transformation des produits provenant des vaches, on aurait eu beaucoup de choses, on aurait évolué, que de vivre dans des hits, alors que vous avez 300 vaches, 200 vaches, 100 vaches. Il faut changer la mentalité. Maintenant, à l'occasion de cette crise, ça doit changer les mentalités. Il y a les derniers, je pense, les derniers défis, ce sont les défis sociaux. Il faut impérativement qu'il y ait le retour des déplacés dans leur village. On ne va rien faire avec des villages déserts. Ces gens qui sont partout, qui sont partis, les réfugiés bien sûr, les déplacés, doivent revenir. C'est un impératif social. Il faut qu'ils reviennent. Il faut discuter comment on va le faire. Peut-être que vous allez nous proposer ce qu'il faut faire. Moi, je propose qu'il y ait des pourparlers avec les parties prenantes
pour les retours urgents des réfugiés et des déplacés. Il faut procéder au regroupement des villages. Il faut regrouper les villages. Il faut faire comme Mobutu a fait. Au niveau de la plaine, il avait mis tout le monde ensemble. Ceux qui étaient venus des montagnes habitaient presque les mêmes villages. Il faut expérimenter les villages sécurisés et les villages qui sont communs à toutes les communautés. Ce serait une bonne promiscuité qui permettrait que les mentalités puissent changer des uns envers les autres. Comment dirais-je, l'appréhension des uns envers les autres. Il faut la construction des infrastructures sociales, notamment entreprendre un projet de logements sociaux. Avec la crise, il faut un plan de relance du logement. Il faut que les gens, que l'État y songe. Il en est de même de mettre peut-être donner aux déplacés, faire un plan qui leur donne des vaches, des intrants agricoles, des semences, etc. C'est faisable pour un pays. On peut faire ça pour relancer. Je vais terminer, je vois que vous êtes un peu... Les amis s'agitent. Il faut réhabiliter et équiper les hôpitaux. Ah, me dit 5 minutes. Oui, 2 minutes même. Il faut réhabiliter et équiper les hôpitaux et centres de santé détruits. C'est faisable. Il faut reconstruire ou réhabiliter les écoles qui ont subi les effets de la guerre. Il faut le faire. Parce que toutes les écoles, même les églises, ont été détruites. Bon, en conclusion, nous affirmons que la cohabitation est bel et bien possible dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Itombwe et Uvira, si l'État congolais, de la base au sommet, y met de la volonté et de la fermeté politique. Rien n'est donc impossible pour les pouvoirs publics qui veulent procurer du bien-être à sa population. Nous avons l'impression que l'État traîne les pieds quant à la concrétisation de ses propres décisions de retour de la paix au Kivu en général et dans les plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Il nous semble que les groupes armés sont dorlotés, à en croire les porte-paroles de ces groupes armés qui habitent Bukavu, Uvira. Quelqu'un te dit je suis porte-parole de ceci et de cela et il est à Uvira. Alors je me dis finalement, qu'est-ce qui se passe? On vit avec les représentants des groupes armés dans nos milieux à côté de l'administration du territoire. C'est un peu c'est atypique comme situation. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut mettre fin à ça. Pour terminer notre propos, nous demandons aux jeunes, Sud Kivu en général et Banyamulenge en particulier, qui nous ont conviés aux cérémonies d'accueil de leurs nouveaux étudiants des institutions d'enseignement supérieur universitaire de Bukavu, de ne pas prêter l'oreille à nous autres politiciens pour des objectifs de déstabilisation de la société. Nous invitons tous ceux qui sont présents dans cette salle d'être des véritables ambassadeurs de la paix qui véhiculent des messages de cohabitation pacifique pour bâtir ce grand pays qui est le leur d'ailleurs et où il y a de la place pour tout le monde. Nonobstant les diversités culturelles du reste considérées comme une richesse insoupçonnée. J'ai dit et je vous remercie.